Bonjour, bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui aux fausses promesses du néo-management. Alors, les utopies seraient illusoires et les théories managériales en vogue seraient utopiques. Dans un ouvrage paru chez VA Éditions, Philippe Schletter aborde de façon franche et directe l'ensemble des enjeux auxquels sont confrontés au quotidien les dirigeants et management. Parmi les sujets qu'il traite ou remet en question, le retour de l'autorité, les écueils de la digitalisation, le combat de la mondialisation, l'emprise du court-termisme, les vrais leviers du bonheur professionnel, les nouvelles modalités de l'engagement, les mirages de la génération Y, des sujets parmi tant d'autres. Alors, qui mieux que lui pour nous accompagner sur ce sujet? Alors, donc, nous accompagner, Philippe Schletter, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur du cabinet d'Altadid. Oui. On l'a dit en introduction, en quoi finalement, à vos yeux, les promesses du néo-management sont révolues ou sont faussées totalement à vos yeux aujourd'hui? On se rend compte avec la crise de 2008 que la mondialisation n'est pas si heureuse que cela et que la mondialisation, qu'elle soit sauvage ou juste régulée, produit un certain nombre de dégâts. Dans la foulée des 30 Glorieuses, de mai 68 et d'une tendance sociétale générale à l'affadissement et à l'affaiblissement des autorités, quelles qu'elles soient, dans la vie sociétale comme dans l'entreprise, on a cherché à remplacer un certain nombre de modèles managériaux traditionnels et on a fait cela en expliquant que ces modèles plus individualistes, plus centré sur le développement, allait produire de l'épanouissement, ce qu'on appelle aujourd'hui du bonheur au travail. Aujourd'hui, certes, il y a l'échéance 2008, mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, ce mode de management, ce néo-management a trahi ses promesses parce qu'on ne fait pas plus confiance à l'autonomie des gens qu'avant, on ne les rend pas plus épanouis qu'avant, et peut-être même au contraire, y a-t-il une férule, une maîtrise du court terme, du finance, de l'indicateur et du reporting qui est probablement plus nuisible et qui met plus en souffrance les managers que c'était le cas précédemment. C'est ce hiatus duquel j'ai voulu partir pour dire un certain nombre de discours managériaux, et on va y revenir, ne sont en fait pas ceux du réel, d'où mon livre « Pour un retour au réel en management ». Mais quand vous dites que finalement les collaborateurs ne sont pas aussi heureux qu'on le prétend, qu'est-ce qui est à l'origine finalement de ce constat? Et est-ce que finalement aussi la France a à rougir de sa posture, si je peux dire culturellement parlant? C'est vrai qu'en France, alors je vais éviter le French bashing, mais pour répondre à cette question, la France a quand même une particularité dans son rapport au travail et dans son rapport à l'entreprise. Quand vous regardez la littérature ou la vie intellectuelle autour du management, vous avez deux types de discours en France, me semble-t-il. Vous avez un premier discours qui est le discours très doloriste. Le travail, c'est mal, le travail vient du mot tripalium, qui est un instrument de torture, etc. Vous avez tout ce discours qui va de pair avec le fait que les patrons sont facilement des patrons voyous. On a une administration qui est quand même très en procès d'intention sur l'entreprise. Et donc, vous avez tout un discours assez négatif sur la notion de travail. Discours d'ailleurs que les partenaires sociaux français ont largement contribué à développer et ce en quoi ils ont, me semble-t-il, une part lourde de responsabilité sur leurs très faibles audiences aujourd'hui. On pourrait y revenir. Donc ça, c'est une partie du discours. Et puis, vous avez une autre partie du discours qui est l'inverse. C'est-à-dire, c'est le discours irénique de l'épanouissement et du winner. C'est-à-dire qu'au sein d'un certain nombre d'organisations de travail, en fait, on va réaliser sa vie et on va aller chercher l'épanouissement. Et ce discours-là nous est servi à la fois par des sociologues, des universitaires, des chercheurs, toujours prompts d'ailleurs à s'enthousiasmer pour un certain nombre de nouvelles méthodes ou de nouvelles démarches, souvent venant d'outre-Atlantique. Et on remet une couche avec l'entreprise libérée, le numérique, etc. Donc oui, il y a en France, me semble-t-il, un discours assez en fait décalé et à côté de la plaque sur le management, alors que paradoxalement, le management à la française et les compétences managériales des élites de l'entreprise française sont non seulement très performantes pour arriver à maintenir des performances des entreprises françaises dans des contextes internes et externes que l'on connaît, mais également qui est un management, on s'en rend pas souvent compte, mais qui est très demandé par les multinationales. Je terminerai là-dessus avec une boutade, si vous me permettrez. Notre président vient de dire que les Gaulois étaient réfractaires au changement. Je pense qu'il se trompe. Il se trompe et je ne connais pas. Les Français ont énormément bougé ces 30-40 dernières années, passant d'une économie rurale à l'économie qu'on connaît aujourd'hui. En revanche, les Français sont réfractaires à un changement, un, qu'ils considèrent comme subi, et deux, pour lequel ils ne voient pas les bénéfices ou ne comprennent pas les bénéfices au service d'un objet de valeur commun.
Aujourd'hui, si vous connaissez bien le sujet, c'est parce que vous êtes le fondateur d'un cabinet dont on parlera dans quelques instants qui s'appelle Delta Lead. Mais déjà pour commencer, est-ce que vous avez des exemples concrets pour matérialiser, appuyer Exactement. votre analyse? Je vais faire court. On pense qu'il faut rendre les salariés heureux pour qu'ils soient engagés. Moi, je dis, donnez-leur les conditions réelles d'un libre engagement et ils seront heureux, en tout cas épanouis et contents de venir bosser chez vous. Plus de liberté? Plus de liberté, dans un cadre, bien évidemment, mais plus de confiance, parce qu'en fait, et là, c'est là que je rebondis sur votre question initiale, c'est que moi, dans mon métier, qu'est-ce que je fais? Il me semble que j'aide les managers en situation difficile dans leurs entreprises, c'est-à-dire de devoir obtenir de leurs collaborateurs des décisions, des actes, des changements, des transformations, des renoncements, que sais-je. Et ils doivent obtenir ça auprès de populations qui ont du mal à croire au discours lénifiant du corporate. Et donc, je les aide à reconstruire un récit autour des valeurs qui sont les valeurs épiques de l'entreprise. En tout cas, il me semble que, et en tout cas c'est ce que je constate aujourd'hui et c'est ce qui me motive au quotidien, c'est que j'ai en face de moi des managers qui sont très diplômés, très expérimentés et qui sont aujourd'hui un peu en fin de course avec les leviers habituels des discours corporate qui ne veulent plus rien dire et paradoxalement, des enjeux de performance qui sont toujours plus durs, toujours plus rapides, toujours plus profonds. Et on va se rendre compte que souvent, on ne se bat pas ni pour l'actionnaire, ni pour la multinationale, on se bat pour un certain nombre de choses qu'on a envie de faire avec ses proches. Ça peut être une qualité, certes, de vie au travail, mais ça peut être aussi de préserver une fierté métier, de préserver un site industriel sur un territoire. Et donc, il y a un certain nombre de notions comme ça qui sont nouvelles, me semble-t-il, dans le discours managérial et qui marchent, parce qu'en fait, les gens attendent beaucoup plus cela que des baby-foot. Alors, au-delà des statistiques, même si vous venez un petit peu en partie d'y répondre, les conditions d'engagement pour un manager aujourd'hui? Il me semble qu'il y a 4 ingrédients qu'un manager doit intégrer dans une offre de projet pour embarquer ses collaborateurs. La première, c'est celle du sens. Pourquoi on fait ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas autrement ou à un autre moment? Et dans la question du sens, il y a aussi la dimension utilitariste. Qu'est-ce que tu y gagnes, toi? Et ce que tu y gagnes n'est pas forcément du pécuniaire ou du matériel, ça peut être du psychologique, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être le sentiment de participer à quelque chose. Heureusement, l'être humain, en tout cas ceux que je fréquente, ne sont pas que des hommes pour lesquels le sonnant et trébuchant font force de loi. Donc il y a la dimension du sens, il y a la dimension de l'envie. C'est bête, mais depuis les neurosciences, on sait qu'une partie de nos décisions sont aussi prises sur le terrain de l'émotion. Donc même si je ne sais pas très bien où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'y aller ou de le faire avec les gens avec lesquels on me propose. Le troisième, c'est le degré de liberté, je ne reviens pas là-dessus. Et le quatrième, c'est la notion de communauté. Il y a plein de communautés dans l'entreprise. Les chercheurs, les commerciaux, ceux de l'usine de Trifouilly-les-Oies, ceux du siège, les managers, pas les managers, les jeunes, les vieux, bref. Créer la communauté, c'est aussi créer le groupe face auquel je vais librement prendre mon engagement. Je prends souvent mon engagement non pas pour mon chef, mais je le prends aussi vis-à-vis de mes pairs, dont j'attends qu'ils s'engagent aussi pour l'objet commun, l'objet qu'on partage. Donc voilà un peu les 4 ingrédients, sens, envie, degré de liberté, notion de communauté, que je propose comme recette d'un engagement réussi. Alors forcément, la Coupe du Monde ne vous a pas échappé, comme à chacun. Est-ce qu'il y a finalement des choses dans le management de cette Coupe du Monde dont peut s'inspirer l'entreprise? Oui, je crois qu'effectivement, quand on regarde l'engouement des Bleus pour l'épopée des Français, puisque moi je parlais de valeurs épiques, je voudrais mettre en évidence, me semble-t-il, 5 leçons que j'ai envie de faire partager à des managers, et je pense que beaucoup l'auront fait spontanément. La première quand même, c'est que le patriotisme n'est pas une vertu aussi surannée que cela. Et c'est bien qu'on se le dise en France, parce qu'on a toujours du mal avec cette notion, alors que nos concurrents, les Américains, les Allemands, on nous met l'Allemagne en exemple sans arrêt, mais sont d'un patriotisme économique et industriel qui est encore plus cocardier que le nôtre. Et donc, je pense que c'est bien qu'on se dise que derrière cette valeur, il y a des choses à construire dans l'entreprise. La deuxième chose, c'est qu'il y a une joie d'être ensemble. Là, je ne parle pas des Bleus, mais toute cette France qui s'est retrouvée dans les bistrots ou devant les écrans géants, il y a une joie d'être ensemble. On est certes dans un monde de plus en plus isolé et individuel. Et bien, quand on fait l'effort et quand on trouve les leviers pour mettre les gens ensemble, ils sont contents, ils sont heureux et ça se passe bien. La troisième chose, je crois, c'est la plus proche de l'équipe de France, mais ça a été dit plein de fois, Deschamps a privilégié la camaraderie
footballeurs qui étaient entre égaux, là où on a connu auparavant les caprices des stars insupportables. Et donc, non, l'équipe de France n'a pas été forte de ses individualités. Les gens se sont retrouvés dans une équipe de gens qui jouaient collectif et qui jouaient de manière entre camaraderie. Le quatrième élément, c'est que je pense qu'il y a effectivement aussi cette recherche d'autorité et de verticalité. Je pense qu'il y a derrière le management de Didier Deschamps, les postures qu'il a prises, le courage qu'il a eu, un désir d'autorité et de verticalité qui faisait suite aux terribles années Domenech, un petit peu comme la dimension jupitérienne du président Macron a été très fortement, positivement accueillie dans ses premiers mois, après des années Hollande ou Sarkozy qui étaient normales ou qui étaient très volontairement démagogiques. Et puis cinquièmement, c'est qu'on aime la victoire. Et que, évidemment, c'est plus facile de dire ça maintenant qu'on a gagné, mais il y a une appétence pour la victoire. Il y a beaucoup de choses à faire quand on gagne, quand on se bagarre, quand on souffre, et la victoire est souvent au bout, et c'est bien qu'on se le rappelle. L'entreprise sait qu'elle se bat pour la victoire, qu'elle se bat pour sa survie. Ce serait bien que l'ensemble des éléments de la société puisse se dédier à l'épopée, à la conquête et à la victoire. Merci infiniment pour votre intervention et votre Merci expertise sur la question. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'Expert.